Bonjour à tous. Donc, je vais ici vous présenter les résultats d'une étude concernant l'analyse d'une épreuve de 400 mètres nage libre à l'entraînement pour 2 niveaux de pratique. Donc nous allons essayer d'appréhender à la fois les réponses physiologiques et psychométriques, ainsi que l'évolution des paramètres spatio-temporels. C'est une étude qui a été menée en collaboration avec le CETAPS de Rouen et l'UFR-STAPS de Strasbourg. Donc au niveau de la problématique, le 400 mètres, comme on l'a vu sur les conférences précédentes, est souvent utilisé comme un test de détermination indirecte du VO2 max. Cependant, on peut s'interroger sur le fait de faire passer des nageurs de niveaux de pratique différents sur ce même type de test, car les durées d'application sont variables. Donc on peut s'interroger pour savoir s'il s'agit du même type d'effort et s'il existe des spécificités liées au niveau de pratique dans la gestion de l'effort. Et enfin, comment est-ce qu'on peut utiliser l'ensemble de ces données dans le suivi et le progrès des athlètes. Donc au niveau de la population expérimentale, nous avons testé 34 sujets, donc 17 experts ayant un record personnel proche de 90% du record du monde de la discipline, et des non-experts, les femmes commençant à 60% et les hommes étant à 70%. Donc ce ne sont pas des débutants, ce sont quand même des gens qui ont quelques années d'entraînement derrière eux, mais il y a quand même un écart significatif entre ces deux populations. Au niveau du déroulement de la série expérimentale, donc nous reviendrons sur les diapos suivantes sur la précision de l'utilisation de ces outils. Les sujets ont d'abord commencé par remplir un questionnaire POMS, Profile of Mode States. Ils ont ensuite donc réalisé leur épreuve de 400 mètres nage libre à vitesse maximale. Ils étaient filmés pendant l'ensemble de la session par 4 caméras, donc 2 aériennes et 2 sous-marines. La fréquence cardiaque et la lactatémie étaient mesurées à l'issue de l'épreuve. La charge de travail subjective était estimée par un questionnaire psychométrique TLX-NASA. Donc de manière un petit peu plus précise, au niveau des données physiologiques, nous avons considéré que le pic de lactatémie post-effort ainsi que la fréquence cardiaque comme des indicateurs de l'intensité de l'effort et comme des indicateurs de l'intensité de la récupération post-effort. On a estimé sur 2 paramètres, c'est-à-dire la cinétique de la fréquence cardiaque post-effort à 1 minute et à 3 minutes, c'est-à-dire la pente de la décroissance entre la fréquence cardiaque à l'arrivée et à 1 minute, puis à 3 minutes, ainsi que la cinétique de la lactatémie post-effort en utilisant un petit artefact mathématique qui consiste à soustraire la lactatémie à 5 minutes de la lactatémie à 3 minutes en la divisant par la lactatémie maximale, le tout multiplié par 100, ce qui nous donne un pourcentage de clearance du lactate. Au niveau des données psychométriques, donc à l'arrivée, les sujets remplissaient un questionnaire NASA-TLX qui se présente sous cette forme et qui présente l'intérêt sur des épreuves qui sont relativement complexes comme en natation, d'évaluer 6 types de données psychométriques, à savoir l'exigence mentale de la tâche, l'exigence physique, l'exigence temporelle, le niveau de performance personnelle estimé, c'est-à-dire est-ce que j'ai été plus ou moins bon par rapport à ce que je vaux, le niveau de frustration et l'effort qu'ils ont consenti pour ce protocole. En ce qui concerne le POMS, c'est un questionnaire qui a été assez fréquemment utilisé dans le milieu sportif, qui comporte 64 questions qui permettent d'identifier 6 états d'humeur et qui donc a été utilisé dans d'autres protocoles pour la détermination des états précoces de surentraînement, notamment chez Berglund, et cela permet de neutraliser les effets potentiels de la fatigue. Donc pour l'exploitation de ces données, j'ai donné 2 petits exemples. Un profil typique d'athlète en forme où on va avoir un profil en iceberg, c'est-à-dire, je ne sais pas si ça se voit bien, mais vous avez l'item tension, dépression, colère, vigueur, fatigue et confusion, et lorsque l'athlète est en forme, généralement le paramètre vigueur a un score plus élevé que tous les autres. Il a un profil typique d'athlète fatigué, donc ça, ce sont des données réelles. Cet athlète-là présente une donnée de vigueur significativement inférieure aux autres, et il se trouve que quelques semaines plus tard, il a commencé à développer un syndrome de surentraînement qu'il a arrêté pendant plusieurs mois.
Au niveau des paramètres spatio-temporels, donc le protocole s'est passé de la manière suivante. Nous avons donc eu 4 caméras. Vous voyez en bas à gauche de l'image, vous avez la vue latérale sous-marine. En haut, vous avez en haut à gauche la vue frontale. Une vue importante est la vue qui se trouve en bas sur votre droite, qui est la vue latérale fixe et qui va nous permettre de mesurer via donc, le logiciel Dart Trainer une distance précise de 5 mètres qui permettra de déterminer la vitesse de nage du nageur et non pas sa vitesse moyenne sur 25 mètres. Donc à partir de là, nous avons pu déterminer les paramètres suivants. La vitesse donc, de nage moyenne par longueur, la vitesse de nage pure sur 5 mètres, la fréquence, l'amplitude tirée de l'extrapolation mathématique entre V5 et fréquence, ainsi que l'index de coordination qui représente par rapport à l'abstract qui vous a été proposé des résultats additionnels. De plus, la variabilité de chacun de ces paramètres a été étudiée pour ces populations par le biais du coefficient de variation. Au niveau des résultats, donc pour les paramètres physiologiques, on s'aperçoit que la lactatémie post-effort ne présente pas d'écart significatif entre experts et non-experts, de même que la fréquence cardiaque à l'arrivée, malgré des temps d'application différents évidemment. Au niveau des indices de récupération, par contre, nous allons avoir sur la gauche donc une clearance de la lactatémie significativement plus élevée chez les experts que chez les non-experts, ainsi qu'un indice temporel de récupération de fréquence cardiaque plus élevé, mais uniquement à partir de 3 minutes. Au niveau des données psychométriques, l'analyse du POMS, du questionnaire POMS, montre qu'il n'y a pas de différence significative sur ces populations testées, donc au niveau du score global au POMS. Par contre, lorsqu'on va observer les états d'humeur de manière individualisée, on s'aperçoit que les athlètes entraînés présentent des scores de vigueur plus importants que les athlètes non entraînés. Alors je précise que sur ce protocole-là, les deux populations, c'est-à-dire les experts et les non-experts, revenaient d'une période de repos relatif. C'est-à-dire pour les non-experts, ils revenaient simplement de vacances, et les experts, c'était en tout début de saison. Au niveau du questionnaire NASA-TLX, donc on s'aperçoit qu'à l'issue de l'épreuve, experts et non-experts considèrent l'épreuve comme étant de même intensité subjective au niveau du total. Par contre, les non-experts semblent significativement plus frustrés que les experts. Donc les études complémentaires que j'ai pu mener semblent indiquer que ce niveau de frustration serait lié, comme on va le voir tout à l'heure, comme on va le voir maintenant, à la gestion de course, dans la mesure où, lorsqu'on observe l'évolution de la vitesse sur 25 mètres, enfin la vitesse 25 mètres par 25 mètres, on s'aperçoit que les experts stabilisent leur vitesse dès le 50 premiers mètres, statistiquement parlant, alors que les non-experts ne stabilisent leur vitesse qu'à partir de 125 mètres. Ces données sont d'ailleurs confirmées par l'analyse du coefficient de variation, qui montre une variabilité significativement plus importante pour la population des non-experts. Au niveau de la fréquence et de l'amplitude, nous allons entre les deux populations avoir un effet à la fois niveau et sexe. Donc pour les deux populations, l'amplitude est significativement plus importante chez les experts par rapport aux non-experts, comme il a pu être montré dans beaucoup d'autres études. Par contre, la fréquence il y a un niveau de pratique au niveau de la fréquence uniquement pour les populations féminines. Au niveau donc de l'index de coordination, qui représente l'écart temporel qu'il y a entre les phases propulsives étant définies comme la prise d'appui, la traction, la poussée et le retour. Je précise que seule traction et poussée ici sont des phases considérées comme propulsives, donc le petit indice PPR que vous voyez là. On s'aperçoit que les experts se caractérisent par des valeurs d'index de coordination et de durée de phase propulsive inférieures aux non-experts. Ces différences sont, je le précise, sont
à l'inverse de conclusions qui ont pu être tirées d'études faites sur la base de protocoles triangulaires, donc sous Maximo. Et on pourrait donc expliquer ces différences on explique ces différences par une phase de prise d'appui plus longue et une phase de poussée significativement plus courte, ce qui tendrait à montrer que les experts semblent rechercher à optimiser la qualité de l'appui propulsif par rapport aux non-experts. En tout cas, dans ces conditions-là, qui sont des conditions réalisées à l'entraînement et non pas en compétition. Au niveau des prospectives, donc comme les temps ont été pris, les tests ont été faits en début de saison, j'ai cherché à voir, à partir de ce test initial, quelle amélioration on pouvait attendre sur une saison pour une population d'experts qui sont entraînés en moyenne entre 20 et 35 heures par semaine. Et l'amélioration moyenne trouvée a été de 6,4%. Donc en conclusion, les données physiologiques et psychométriques indiquent que pour la population expert et non expert, il s'agit d'une épreuve de même intensité relative, ce qui va être intéressant dans la mesure où on va pouvoir déterminer des paramètres qui discriminent le niveau de pratique, à savoir au niveau psychométrique, le niveau de frustration à l'issue de l'épreuve, qui ne semble pouvoir être mesuré que sur des tests rectangulaires. Éventuellement le score au paramètre vigueur du questionnaire POMS. Au niveau physiologique, on va pouvoir prendre en compte la cléarance du lactate ainsi que la décroissance de la fréquence cardiaque. Et au niveau spatio-temporel, la vitesse sur 25 mètres, la vitesse de nage, la distance par cycle, l'index de coordination, ainsi que la variabilité de la vitesse de nage. Au niveau des implications pratiques, ce protocole me semble intéressant dans la mesure où il propose une analyse systémique de la performance et qui permet un réel diagnostic du nageur à une intensité relative correspondant au VO2 max. Ceci pourrait permettre le suivi des progrès de l'athlète à l'entraînement. De ce que je vous ai montré, le protocole est en effet simple, rapide et peu coûteux, et lorsqu'il est réalisé à des périodes ciblées, il permet la comparaison interindividuelle ainsi que les progrès et peut-être l'individualisation des contenus d'entraînement. Il pourra être éventuellement complété par d'autres indicateurs, comme par exemple des évaluations techniques sur la base des analyses vidéo. Dans cette dernière partie, j'ai voulu donner quelques exemples de retour, dans la mesure où ces données-là, je pense, doivent pouvoir être partagées avec la communauté scientifique, mais aussi pour les entraîneurs, pour qu'ils puissent éventuellement s'en servir comme base d'aide à la décision. Donc, j'ai prévu deux types de retours, un type de retour pour l'entraîneur et l'autre pour l'athlète. Donc au niveau de l'entraîneur et du scientifique qui sont capables d'interpréter ces données, nous avons ici un exemple de retour avec en bas les graphiques d'évolution des paramètres spatio-temporels, les données chiffrées concernant la vitesse de nage, la vitesse de course, les fréquences, les amplitudes, évidemment le temps final, le score au POMS, ainsi que les différents indices concernant la fréquence cardiaque et la lactatémie à l'arrivée. Il est évident que ce type de retour est, pour la plupart des athlètes en tout cas, complètement obscur. Donc j'ai fait en sorte de simplifier la procédure en leur proposant une fiche où, comme ils ont tous été à l'école, ils savent ce que veut dire une note sur 20, où j'ai pu, sur les différents indices que j'ai pris en compte, simplement moyenner les scores. Alors, tout simplement, vous voyez que les différents paramètres ici sont le temps final, la vitesse de nage pure, l'indice de nage, l'amplitude, la fréquence, récupération, état de forme et technique. Chacun de ces paramètres a une note sur 20. En jaune, vous avez, quand cela a été possible, les meilleures références nationales. Et en bleu, c'est-à-dire la ligne droite qui représente le 10 sur 20, la moyenne de la population testée par niveau de pratique. C'est-à-dire là, par exemple, c'est un nageur de haut niveau. On voit que sur le protocole testé, il a une grosse faiblesse au virage et que l'entraîneur pourrait servir de ce type de protocole pour préciser à la fois son niveau de départ et les progrès qu'il pourrait faire.
Enfin, avec les technologies actuelles, il est également possible de proposer dans la journée, dans le soir même, une fois que les vidéos sont montées, un retour via Internet aux entraîneurs. Ça, ce sont des petits fichiers que l'on peut envoyer par email, sur lesquels on peut donner des commentaires audio, ainsi que des arrêts sur image proposant les différentes phases clés avec des analyses correspondantes. Je vous remercie de votre attention.